Donc bonjour à tous et toutes, bon retour parmi nous. Donc je disais, cette dernière session a pour thème la contre-radicalisation et l'intervention sociale. Et on aura le plaisir d'accueillir deux présentations différentes, l'une par Bruno Michon, que je vais présenter dans un instant, et la deuxième par nos collègues avec le cas belge, qui permettra des discussions, des comparaisons transnationales. Alors Bruno Michon est sociologue des religions et de la laïcité. Il est actuellement chargé de recherche et de développement à l'École supérieure européenne de l'intervention sociale, l'ESEIS, et maître de conférences associé à l'INSPE de Strasbourg. Ses recherches portent sur les cultures et religiosités adolescentes, sur la laïcité dans le travail éducatif et social et sur les radicalités. Il mène des actions de prévention et de formation sur ces thématiques, entre autres avec le réseau Virage dans la région Grand Est. Parmi ses dernières publications, Que savent les adolescents des religions? Une enquête sociologique en France et en Allemagne, la postface de Jean Bobéro, édition Petra 2019, et l'intervention sociale face à l'impératif sécuritaire dans la revue Pensée plurielle de 2020. Merci Bruno, tu as 20 minutes et on aura le plaisir ensuite de discuter ton intervention. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux organisateurs et à l'ANR Rigoral qui témoignent, je crois, pendant ces 2 jours de la richesse des recherches déployées dans ce cadre-là. Je vais vous présenter les résultats donc d'une partie de cette recherche de l'ANR Rigoral consacrée à l'intervention des professionnels des secteurs éducatifs, sociaux et de la santé mentale dans la politique publique de lutte et de prévention contre la radicalisation. L'enrôlement de ces professionnels dans cette politique publique intervient dès la mise en œuvre de celle-ci en 2014-2015. Cette mobilisation intervient dans un contexte de crise de ces professions et vient révéler et interroger l'autonomie et la légitimité des registres d'action de ces professionnels. Au sein du projet de recherche Rigoral, j'ai proposé une enquête sur l'implication des acteurs du social et de la santé mentale dans la politique publique. Je vous propose aujourd'hui donc un aperçu des résultats de cette enquête. J'orienterai mon propos sur la manière dont la crise de ces professions... J'essaye de passer le PowerPoint, on va faire comme ça. Waouh. Ok. Ok. D'accord. Donc j'orienterai mon propos sur la manière dont la crise de ces professions constitue un analyseur des stratégies mises en œuvre par les professionnels dans leur mobilisation sur les enjeux de radicalisation et un petit peu, on y viendra à un moment donné, de séparatisme. Je vais commencer très traditionnellement par un petit point sur la méthodologie que j'ai mise en œuvre. L'enquête s'appuie sur une immersion de 5 ans auprès d'acteurs de terrain engagés sur les questions liées à la radicalisation. Mobilisé en tant que sociologue d'une école de travail social dans de nombreux projets de prévention, d'accompagnement et de formation sur ces questions, et il m'a été possible d'accéder à de nombreux échanges, d'entrer en relation avec de nombreux acteurs de cette politique publique. Il s'agit tout d'abord d'acteurs de l'action sociale et de la santé mentale, éducateurs spécialisés, assistantes de services sociaux, pédopsies, psychiatres, médiateurs, psychologues, travaillant pour des associations, des collectivités territoriales. Mais il s'agit aussi d'acteurs de la sécurité publique, policiers, agents de la préfecture, agents des services de renseignement et de la justice, chargés de mission, procureurs, etc. Des différents services du ministère de l'Intérieur et de la Justice. 2 types de données ont été mobilisées dans le cadre de ce travail. Une participation observante tout d'abord, puisque étant moi-même impliqué dans cette politique publique, on ne peut pas parler d'une observation participante traditionnelle. Il n'était ainsi pas rare que les acteurs que je rencontrais durant l'enquête aient assisté quelques jours auparavant à une formation, une conférence ou participé à un projet que je coordonnais sur les questions de radicalisation. Cette implication constituait à la fois une position privilégiée pour accéder au terrain, au lieu de pouvoir, mais amenait aussi un rapport particulier avec les personnes enquêtées. En effet, souvent considéré comme celui qui sait, les personnes rencontrées me renvoyaient souvent au statut de sachant, craignant de dire des bêtises, ce qui est un biais important de cette enquête. En tout cas, que j'essaye de réfléchir que j'ai essayé de réfléchir durant les 5 années d'immersion.
L'immersion au long cours sur le terrain a permis, je crois, dans la majorité des situations, de dépasser ce biais méthodologique. Les observations se sont déroulées entre avril 2016 et décembre 2021. Le second type de données mobilisées de manière plus traditionnelle sont des entretiens semi-directifs réalisés conjointement avec Lily Sissoko. 17 professionnels ont été, que je remercie ici d'ailleurs. Ça a été un travail très riche à 4 mains. 10 de ces professionnels exercent un métier du travail social. 2 d'entre eux exercent un métier dans le secteur de l'éducation populaire et 2 d'entre eux sont fonctionnaires territoriaux. Et enfin, 3 d'entre eux exercent d'autres types de métiers, chargés de mission, professeurs, etc. L'ensemble de ces données a fait l'objet d'une analyse qualitative basée sur les principes de la théorie enracinée, que je ne vous décrirai pas. Ce n'est pas l'objet, je crois, ici. Commençons tout d'abord par essayer de décrire cette crise des professions du travail social. Je vais m'appuyer ici sur une sociologie des professions sur lesquelles il me semble importante de revenir pour pouvoir comprendre précisément ce qui se passe, les enjeux pour ces professionnels. Depuis plusieurs années, les métiers de la relation, comme les appelle Lise de Mailly, sont marqués par une crise. On peut distinguer 2 facteurs principaux qui sont une crise de légitimité d'un côté et une crise d'autonomie de l'autre. Crise de légitimité tout d'abord, qui émerge entre autres lorsqu'en 1972, la revue Esprit publie un numéro intitulé « Pourquoi le travail social ?» Michel Foucault, Jacques Donzelot et d'autres définissent alors le travail social à partir de sa mission de contrôle social. Je cite, « Surveiller les individus et les corriger dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire les punir ou les pédagogiser. » Cette critique trouve un écho très fort dans la profession, définie alors comme simple agent du contrôle social. Les professionnels seront obligés de s'interroger sur le paradoxe émergent du conflit entre son mandat institutionnel et sociétal de contrôle social et son mandat relationnel d'émancipation. Le rapport à l'institution cristallise justement une seconde crise, celle de l'impossible autonomie du travail social, de l'intervention sociale vis-à-vis de l'institution qui les mandate d'une part, mais aussi l'autonomie de la discipline du travail social face aux autres institutions. Dans l'impossibilité de couper la main qui les nourrit, les professionnels cherchent en permanence à s'en distinguer, manœuvrant aux marges dans un cadre institutionnellement contraint. Cette recherche d'autonomie est aussi disciplinaire. Contrairement à d'autres pays, le travail social n'est pas reconnu par l'université. Michel Hauthès exprime d'ailleurs ça très bien en disant « Le travail social ne construit pas ses savoirs, il les importe ». Soumis au paradigme d'interprétation de nombreuses disciplines, sociologie, psychologie, sciences de l'éduc, etc., management, le travail social entretient une relation paradoxale avec les savoirs universitaires qu'il ne cesse de mobiliser tout en les critiquant, les considérant comme trop éloignés du terrain. Face à cette double crise, le travail social développe au cours de son histoire un ethos professionnel que nous définirons comme un principe organisateur de pratiques qui structure l'orientation de l'action, qui fonde un type de discours et d'action en relation avec les normes et usages du métier visé. Cet ethos se cristallise autour de 3 concepts clés: la relation, le partenariat et la déontologie. Ces 3 concepts lui permettent de se distinguer et de répondre à l'accusation de contrôle social et à l'absence d'autonomie. La participation aux missions de lutte et de prévention de la radicalisation et du séparatisme réactive cette crise et oblige les travailleurs sociaux, les professionnels, à développer des pratiques de braconnage visant au maintien de cette autonomie. On a déjà rapidement esquissé la manière dont ces professionnels sont impliqués dans la politique publique. On va y revenir en 2 mots, en rappelant que ces professionnels interviennent sur chacun des niveaux de la politique publique. Dans la prévention primaire, en mettant en œuvre des projets visant à éviter l'enrôlement dans une forme violente de radicalité, dans la détection, dans la demande qui leur est faite de participer au repérage et au signalement des personnes radicalisées,
et dans l'accompagnement de personnes suspectées ou condamnées pour des faits liés au terrorisme ou à la radicalisation. Cette politique publique s'appuie sur les ressources propres à chaque territoire pour déployer l'arsenal de mesures décidées au niveau national. L'innovation principale de cette politique publique étant la délégation d'un pan important de l'accompagnement, de la détection et de la prévention de la radicalisation à des acteurs de l'intervention sociale et de la santé mentale. Francesco Ragazzi en a déjà largement parlé ce matin. Dans le prolongement de la lutte contre la radicalisation, le concept de lutte contre le séparatisme est apparu récemment et étend le spectre des comportements dans le viseur de la puissance publique. La loi du 24 août 2021, dont il a été question ce matin, confortant les respects des principes de la République, touche ainsi les professionnels de la relation à plusieurs niveaux. Pour les agents de la fonction publique, cette loi renforce notamment le pouvoir du préfet de contrôle des atteintes à la laïcité et à la neutralité commises par des collectivités territoriales. Ce renforcement du contrôle de l'État restreint l'autonomie de ces collectivités dans la gestion des affaires cultuelles. Pour les salariés d'associations, forme juridique majoritairement empruntée dans l'intervention sociale, la loi renforce l'encadrement des financements publics par la signature d'un contrat d'engagement républicain qui engage les bénévoles, les administrateurs et les salariés de ces structures. Les termes du contrat ne posent a priori aucun problème aux associations puisqu'ils ne font que confirmer les valeurs inhérentes du travail social, dignité, égalité homme-femme, liberté de conscience, etc. Ils laissent toutefois une place plus grande au risque d'arbitraire dans l'interprétation de ces valeurs, pouvant mener jusqu'à la dissolution des dites associations. Pour le moment, la loi et les circulaires d'application se contentent d'un contrôle accru de l'État sur le secteur social et médico-social. Cependant, à l'heure actuelle, les professionnels ne sont pas encore officiellement mobilisés sur la lutte contre le séparatisme. Je constate toutefois dans mon terrain les premières demandes d'information ou de contrôle sur des associations cultuelles ou culturelles suspectées de séparatisme ou de communautarisme auprès de ces professionnels. Typiquement, la préfecture leur demande d'aller voir, de rentrer en relation, en partenariat avec la mosquée du coin, avec le centre culturel turc, etc. Ce qui pose un certain nombre de questions à ces professionnels. Nous avons décrit la crise de légitimité, d'autonomie, au cœur de laquelle se trouvent actuellement les métiers du social et de la santé mentale. Leur mobilisation dans les politiques publiques que nous venons de décrire se heurte donc à ce contexte. L'enjeu principal est celui de la conservation d'une autonomie dans la définition du problème public posé par la radicalisation. Mon enquête permet de distinguer 4 aspects essentiels de cette quête d'autonomie et de légitimité. La première est celle de la définition du problème. Contre quoi on lutte? Qu'est-ce qu'on cherche à prévenir? Les 3 autres mobilisent les 3 concepts clés que je vous ai cités précédemment, développés par le travail social pour revendiquer sa singularité. Je rappelle la déontologie, la relation et le partenariat. Commençons tout d'abord avec la définition du problème public. La configuration narrative, telle que s'est cristallisé le discours public autour de la radicalisation, dont il a été très largement question dans ces 2 premières journées de colloque, met en récit un triple problème, celui de la sécurité publique, celui de l'islam et celui des valeurs de la République. Le champ sécuritaire imprime les discours politiques et médiatiques sur ces objets dans une logique que Romain XVI décrit comme une extension d'un paradigme sécuritaire au champ de l'antiterrorisme, selon des logiques comparables à celles qui ont prévalu lors de son apparition dans les politiques de gestion de la délinquance et dans la continuité desquelles elle s'inscrit. La centralité du djihadisme est le second problème public que cherche à adresser la politique publique, la radicalisation étant avant tout comprise comme un phénomène lié à l'islam. Les valeurs de la République, enfin, sont mobilisées dès les premiers attentats, à la fois comme victimes, mais aussi comme solution à la radicalisation. Le plan de prévention de la radicalisation de 2018, dont il a déjà été question, ou la loi d'août 2021 sur le respect des principes des valeurs de la République, témoignent de la place centrale accordée à ces valeurs dans la configuration narrative.
Sur ces trois aspects, les professionnels du social et de la santé mentale proposent des définitions alternatives et redéfinissent le problème public. D'une définition sécuritaire centrée sur l'islam et promouvant les valeurs de la République, ils proposent une définition alternative centrée sur les vulnérabilités sociales et psychiques des jeunes qu'ils accompagnent, sur les idéologies porteuses de radicalisation, et non pas sur une idéologie liée à l'islam, et prennent en considération la dimension politique de cet engagement. Cette redéfinition illustre la recherche d'autonomie et de légitimité des professionnels, qui s'appuient pour cela sur les concepts clés de ce secteur, sur lequel on reviendra, et qui vont rentrer dans une lutte de pouvoir avec, entre autres, les acteurs de la sécurité publique pour imposer leur définition vis-à-vis de ce phénomène. Second aspect de cette recherche d'autonomie, la déontologie. Nous proposons d'appréhender la déontologie non comme une règle fermée, mais comme une ressource propre aux professionnels. Mobilisée en actes, la déontologie fait l'objet de typification à l'intersection des expériences biographiques et de l'interprétation de l'expérience vécue. Dans les métiers du social et de la santé, la déontologie est encadrée juridiquement à partir des concepts de secret professionnel, de devoir de discrétion et de confidentialité. Elle constitue un aspect important de l'éthos professionnel de ces métiers. Tout au long de l'enquête, la mobilisation répétée de la déontologie dans les confrontations aux services de sécurité fut déterminante. Je crois qu'il en sera question aussi après. Comme me le confie Hervé, psychiatre, que je cite, « Ils ne comprennent pas le sens du soin. La police a les mains sur les hospitalisations, les renseignements territoriaux sont en secret défense, la justice soumise au secret de l'instruction, mais par contre, nous, on demande aux gens soumis au secret pro de tout dire. » Ce type d'énervement est récurrent sur les 5 ans de terrain et d'immersion. C'est des choses que j'ai entendues de manière extrêmement récurrente chez l'ensemble, dans l'ensemble de mon terrain. Alors là, je vais assez vite. Alors évidemment, si la question, on va publier un ouvrage dans lequel il y aura un article un peu plus fouillé sur ces questions. Là, je passe assez vite pour avoir le temps de tout vous raconter. Ça nécessiterait d'être un peu plus précis. Deuxième aspect, la question de la relation. Le travail sur autrui des professions sociales et de santé mentale nécessite l'instauration d'une relation de confiance, que le cadre de la politique publique de lutte contre la radicalisation et contre le séparatisme rend compliqué. L'urgence des situations de radicalisation et la crainte des attentats modifient profondément le cadre de la relation d'accompagnement dans lequel ces professionnels ont l'habitude d'évoluer. Comment nouer une relation de confiance avec un individu qui pourrait commettre un attentat? Comment travailler sur des situations pour lesquelles les services de sécurité demandent une remontée d'informations? Autrement dit, comment ne pas devenir de simples, comme les appelle Puot, auxiliaires de police? Face à ces questionnements, les professionnels développent des pratiques que j'appellerais des pratiques de braconnage, ce qui ne leur plaît pas toujours. Sur un terrain qu'ils n'ont pas défini et sur lequel ils se sentent étrangers, donc cette politique publique, ils aménagent des espaces de liberté à chaque étape de l'accompagnement. Entre autres dans l'entretien, l'entretien face à face, on est seul, il n'y a pas de policier qui nous regarde, donc c'est un espace de liberté. Et dans la transmission d'informations, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je ne transmets pas. Je cite un extrait d'un entretien avec une chargée de mission de radicalisation d'une association. Clairement, autour de cette politique publique, j'ai l'impression que les gens sont dans la terreur, ils sont dans la panique. Il faut signaler, détecter, balancer. Moi, ça ne me convient pas. C'est pas comme ça qu'on va guérir la France. Car j'ai l'impression que comme ça, on va fabriquer des terroristes et on va passer à côté des choses plus importantes. Pouvoir accompagner un jeune, j'essaye de ne pas faire de distinction finalement avec ce que je fais par ailleurs, hors accompagnement de radicalisation. Je me dis, ils sont déjà pris dans quelque chose d'ultra compliqué et je peux les accrocher, je peux les accompagner. Ces pratiques de braconnage, on pourrait les décrire de manière plus ample. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Troisième point, quatrième point de cette recherche d'autonomie, le partenariat. Dans la lutte et la prévention de la radicalisation et du séparatisme, un nouveau type d'acteurs et d'enjeux sont impliqués.
Il s'agit des services de renseignement et de police, des préfectures et des tribunaux de grandes instances. Ces nouveaux interlocuteurs ne sont pas entièrement étrangers au métier de la relation, qui travaillent avec des juges des enfants et la police dans la protection de l'enfance ou dans le cadre de la prévention de la délinquance ou de la toxicomanie depuis un certain nombre d'années. Toutefois, l'ensemble des professionnels rencontrés constate une différence qu'exprime Irène, qui est assistante sociale et conseillère territoriale, dans cet extrait d'entretien. Quand il s'agit de délinquance ou de réseaux de toxicomanie, les réseaux de gendarmerie sont collaborants. Je veux dire, sans divulguer d'informations, ils vont être en capacité de nous aiguiller dans des directions. Je veux dire, il y a un vocabulaire qui permet de comprendre ce qui se fait. Là, au niveau de la sécurité publique, il n'y a rien. Tout le monde soupçonne tout le monde et personne ne va pouvoir communiquer. En fait, on ne fait pas confiance, quoi. Il n'y a pas d'unanimité sur l'effet de ces nouveaux partenariats. Certains professionnels y voient une chance de faire évoluer leurs pratiques. D'autres, au contraire, refusent ces nouveaux partenaires. D'autres, enfin, s'insurgent contre l'asymétrie de relations qui existent entre partenaires. Ils me disent souvent « on ne joue pas dans la même cour ». L'enjeu sécuritaire de la prévention du séparatisme islamiste ou de la radicalisation contraint et colonise, au sens d'Habermas, l'agir professionnel des agents de l'intervention sociale. En somme, l'impératif sécuritaire colonise l'action sociale en imposant un discours et une définition du problème. L'omniprésence du lexique sécuritaire de la radicalisation dans le discours des travailleurs sociaux, les notions de signaux faibles, d'AMT, donc d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, de renseignement, etc., émaillent les entretiens et témoignent de la domination du lexique sécuritaire sur le lexique social. Pour conclure, cette enquête permet d'aboutir au constat de l'émergence d'un système de défiance généralisée. Celui-ci émerge de ce que le sociologue Dominique Linhart nomme l'économie du soupçon. L'éthos professionnel des acteurs de la sécurité, basé sur la méfiance, se heurte donc à celui des métiers de la relation. Le rapport entre ces deux mondes n'est pas égalitaire, mais dominé par l'impératif de sécurité publique. Le sentiment d'être instrumentalisé par les enjeux sécuritaires de la radicalisation et du séparatisme est un discours redondant à travers l'ensemble des entretiens et des observations. Il existe une hiérarchie implicite des risques qui place le risque sécuritaire au-dessus du risque social. D'un côté, les services de sécurité critiquent les atermoiements des professionnels de l'intervention sociale quant à la transmission d'informations ou à la justification de la nécessité d'un accompagnement. De l'autre, les professionnels accusent les services de sécurité de ne pas respecter leur déontologie professionnelle et mobilisent le secret comme seule ressource à même de rétablir un semblant d'équilibre dans le partenariat. De cela découle un système généralisé de défiance que j'ai cherché à résumer dans le schéma ici. Malgré cette économie du soupçon, les professionnels de la sécurité, du social et de la santé mentale se situent dans une relation de dépendance qui les contraint à coopérer dans un certain nombre de situations. On constate finalement peu de refus systématiques de collaboration, mais bien plus un ajustement progressif des uns aux autres qui pourrait aboutir, comme à certains égards dans la politique de prévention de la délinquance, à une reconnaissance de l'autonomie des missions de chacun, seul à même de concourir réellement à un impératif de sécurité publique, sans fragiliser pour autant les fondements, les valeurs et l'histoire des métiers du social et de la santé mentale. Je vous remercie pour votre attention. C'est bon, parfait. Merci beaucoup Bruno pour ton intervention qui a dépassé de 3 minutes, que je vais devoir malheureusement prélever sur le temps de discussion. Oui, c'est les impôts aujourd'hui. C'était très éclairant et je me permets de lancer du coup la discussion avec quelques questions.
J'aimerais t'entendre davantage sur ce que tu as appelé la pratique du braconnage. C'est un choix de terme, vu ton terrain de recherche, qui mérite, je pense, d'être discuté. J'aimerais notamment aussi savoir, lorsque tu parles de la construction d'espaces de liberté lors des entretiens, comment ces travailleurs sociaux portent leur mandat institutionnel dans la relation d'accompagnement qu'ils ont avec leurs bénéficiaires, et comment, à travers cela, ils induisent ou non des choses dans le rapport de ces personnes à l'institution, notamment dans le cadre d'accompagnement pour prévention ou prise en charge de la radicalisation. Et ma deuxième question est sur la douloureuse question du partage de l'information. Est-ce que cette difficulté et ce recours à la culture du secret n'entrerait pas, d'après toi, dans une logique de concurrence professionnelle sur un secteur, celui de la radicalisation, qui chercherait un petit peu ses experts? Merci beaucoup, et ensuite je vous laisserai la parole. Merci pour ces questions qui vont nécessiter de prendre un peu de temps, effectivement. Alors, sur le braconnage, c'est un concept qu'on connaît un peu, puisque c'est de Certeau qui développe ça, et qui le fait sur un objet complètement éloigné de celui qui est le nôtre aujourd'hui, puisqu'il le fait sur les pratiques de lecture. Donc on est très loin de notre objet là. Mais ça m'a semblé intéressant, et pour être honnête, quand j'ai soumis cette idée à certains professionnels sur qui j'ai enquêté, ils n'étaient pas forcément d'accord avec ce concept. Donc c'est une interprétation à laquelle je tiens, mais qui fait débat dans le monde des professionnels. C'est-à-dire que c'est cette idée-là. Est-ce que vraiment la radicalisation est définie à partir d'une définition sécuritaire, ou est-ce que c'est pas la sécurité qui est venue s'immiscer dans un problème avant tout social, c'est autour de ça, c'est un peu l'œuf et la poule, mais c'est cette question-là qui est débattue. Donc les pratiques de braconnage, donc moi je pense que cette cristallisation narrative autour de la sécurité publique, elle est première quand on regarde les textes, les circulaires de référence, les premiers textes de loi, etc. On est vraiment là dans cette définition sécuritaire du problème public, ce qui m'amène vraiment à être assez à l'aise avec ce concept de braconnage des travailleurs sociaux. Alors comment ça marche, comment ça fonctionne? Ça nécessiterait un peu de temps, mais on a donc effectivement dans ces entretiens la possibilité d'aller sur quelque chose d'assez éloigné des valeurs de la République, d'assez éloigné d'une laïcité, d'une nouvelle laïcité, chose qu'on a largement évoquée depuis 2 jours. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais pour montrer, c'est-à-dire que la liberté de parole permise par l'entretien face à face dans l'accompagnement va permettre aux travailleurs sociaux de s'éloigner du cadre contraint qui est le sien normalement en tant que fonctionnaire de la République pour un certain nombre d'entre eux, ou en tant que représentant de la République, de ces valeurs, même dans les associations. Voilà. Donc ça, c'est une première forme de braconnage. On va le voir aussi, effectivement, comme tu l'as dit, dans la mobilisation du secret professionnel. Et ça, de manière très frontale, parfois, avec les acteurs de la justice ou de la sécurité publique, dans le choix qui est fait de transmettre que partiellement ou de sélectionner les informations que l'on va transmettre pour ne pas nuire à la personne qu'on accompagne, et contre la demande qui est faite de transmettre tout. Donc on va voir ce type de pratique de braconnage là, pour répondre très concrètement. Et pour finir, sur cette question de la concurrence de l'expertise, j'ai jamais vu ça comme ça, donc c'est vraiment une piste intéressante. Je pense que les professionnels de l'intervention sociale se sont toujours sentis, et ça vient de cette crise de légitimité dont j'ai parlé, moins légitimes que des universitaires. Ce qui, à mon avis, est une erreur et qui explique aussi la place sociale occupée par les travailleurs sociaux. Ils sont tout en bas
voilà. Alors que je pense que leur expertise est fondamentale et passionnante, mais que dans le discours médiatique, dans le discours entre experts, ils apparaissent rarement en France comme légitimes sur ces questions, alors que je crois que leur expérience et leur pratique, leur clinique, et bon, ça distingue, ça c'est vrai que je l'ai pas dit, il y a une différence entre les acteurs de la santé mentale et les acteurs de l'intervention sociale. Les psychiatres ont une place importante, on peut penser à Fethi Benslama, par exemple, qui s'est imposé comme un des experts et qui mobilise la santé mentale, etc. Dans l'intervention sociale, c'est beaucoup moins vrai, ils ont beaucoup moins réussi à se positionner comme experts. Voilà. J'étais un peu long dans la réponse, mais là, faut qu'on te voie. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions? Oui, mais je crois qu'il y a Younes après. Younes. Non, après. D'accord, oui, très rapidement. Est-ce que, juste une question sur, je dirais, la possibilité pour ces acteurs, actrices de, on va dire, de s'émanciper, on va dire, de tout un tas d'injonctions et de contraintes. Est-ce que cette question de l'information, c'est la seule possibilité qu'ils ont, en fait, ou qu'elles ont pour, on va dire, avoir à nouveau un peu de pouvoir sur leur pratique professionnelle? Je ne sais pas si je me suis fait... Cette question en fait, la question, c'était plutôt pour l'information qui est diffusée, enfin, qui est transmise à l'institution. Est-ce que c'est les seuls moyens qu'ils ont pour, je dirais, retrouver leur capacité d'agir, avoir à nouveau une agency, en fait, dans leur pratique professionnelle? Je sais pas si je suis très claire. Je suis pas sûr que... Non, je crois pas que ce soit le seul, puisque j'ai conclu sur cette interdépendance des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs de la sécurité, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire sans les psychos. On peut penser par exemple dans l'institution pénitentiaire au binôme de soutien qui propose un accompagnement par des professionnels qui sont généralement un éducateur spécialisé et un psychologue. Donc c'est quelque chose qui fait que ces personnes-là vont être au cœur de la politique publique, et les acteurs de la sécurité ne peuvent pas faire sans eux puisqu'ils ne savent pas faire. C'est là toute la spécificité de la radicalisation, c'est que on essaye de le prendre très en amont, donc la caractérisation pénale n'est pas forcément présente, il y a souvent rien. Mais c'est quelque chose qu'on a interrogé tout au long des 2 jours, là je ne me positionne pas là-dessus, mais la nécessité de les accompagner se fait jour. Et donc là, on va pas demander à un policier de faire ce travail d'accompagnement, on va demander à un éducateur. Donc ils sont dépendants, donc ils sont obligés de s'adapter les uns aux autres. Voilà, donc on a ces relations face à face qui sont un lieu, je crois, d'empowerment, de pouvoir d'agir de ces professionnels qui ont un savoir-faire émancipatoire, qui ont un savoir-faire et qui comprennent les enjeux dans lesquels ils se trouvent impliqués. Faut pas les prendre pour des demeurés. Ils arrivent à comprendre cette injonction paradoxale qui leur est faite. Il y a la question de ce qu'ils transmettent effectivement. Et puis, il y a toujours cette possibilité, in fine, d'invoquer le secret professionnel ou le devoir de confidentialité au nom du maintien de la relation de confiance qu'ils sont capables de poser en dernier recours, ou même pas forcément en dernier recours, mais en recours contre l'injonction sécuritaire. Merci Bruno pour cette intervention. J'aurais une question sur les éventuelles stratégies qui consistent à prendre appui sur des acteurs qu'on pourrait qualifier communautaires, par exemple de coopter dans le travail qui est entrepris. Est-ce qu'il y aurait une façon de typologiser un peu les différentes figures de ces acteurs communautaires, si jamais il y en avait, et donc voilà, pour affiner un peu la chose, et je me dis, dans leur identification, qui identifie les acteurs qui seraient potentiellement des ressources à ce titre? Je m'interroge beaucoup sur la capacité des préfectures, par exemple, à identifier, à connaître les acteurs de terrain.
Parce que j'ai eu une expérience en Normandie où j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'annuaire. Donc du coup, on se demande en fait à qui revient la tâche, entre guillemets, d'identifier un certain nombre d'acteurs complémentaires. Voilà, tout simplement, merci. Eh ben, merci pour cette question. Alors, c'est une question qui est essentielle, sur laquelle portait pas directement l'enquête, mais je vais essayer de te répondre du plus que je peux. Après, il y a sûrement des personnes dans la salle qui pourront en dire quelque chose. Ça va être extrêmement dépendant du département dans lequel on se trouve. Puisque, comme je vous l'ai dit, la spécificité de cette politique publique, c'est qu'elle est délocalisée, déconcentrée, pour être précis, au niveau de chaque département. Je crois l'aspect le plus essentiel, c'est est-ce qu'on est dans un département où la radicalisation occupe une place importante ou pas? Pour prendre un exemple concret sur les territoires que je connais, donc plutôt Grand Est, si vous voulez, entre Charleville-Mézières et Strasbourg, vous n'avez pas la même problématique en termes de radicalisation. Donc les préfectures ne vont pas se mobiliser de la même manière. Voilà. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en général, les préfectures vont s'appuyer sur des chargés de mission, radicalisation, qui sont plus ou moins formés, qui sont plus ou moins experts, qui sont souvent moins que plus. Et dans un certain nombre de cas, on peut avoir des personnes relativement bien formées, qui connaissent les acteurs religieux et qui vont, à partir d'une grille de lecture qui est extrêmement opaque, pour pas dire inconnue, ou plutôt connue d'eux-mêmes, uniquement, sélectionner les acteurs qu'ils estiment républicainement corrects et ceux qui ne le seraient pas. Voilà. Voilà, dans des préfectures où la personne serait moins formée, moins à l'aise avec ces questions-là, je pense qu'en général, il va passer par le bureau des cultes et demander avec qui vous travaillez habituellement, avec qui voilà, et donc et passer par les renseignements territoriaux pour savoir qui est blacklisté, qui est surveillé, etc. Donc on va avoir comme ça, je pense, à la fois selon chaque département une sélection des acteurs considérés comme républicainement corrects, avec qui on peut travailler, vers qui on peut orienter des jeunes. Dans certains départements, on va aussi être amené à former les cadres religieux musulmans dans ce cadre-là, pour accompagner des jeunes. Et là encore, il y a une présélection à l'entrée qui obéit aux mêmes problématiques, quoi. Alors voilà, je te réponds pas directement, je te réponds un peu à côté, mais ça permet d'avoir peut-être une première idée, moi, de ce que j'ai perçu durant ces 5 ans de cette question. Il y a une question d'Hélène, j'en appelle à tes compétences synthétiques pour répondre, on a déjà un petit peu dépassé le temps, et éventuellement pour les personnes qui suivent en ligne, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, peut-être qu'on pourra prendre 2 minutes pour leur répondre éventuellement à l'écrit si tu veux bien sacrifier du temps de ta pause pour leur fournir une petite réponse, ou vas-y, mais il y en a 3. Ouais, bah on y va. On y va? Allons-y, on y va. Hélène, et du coup après on prendra des questions. Juste une... Donc on prendra de la pause de tout le monde. C'est à la fois une observation et une question. Une observation en tant que travailleuse sociale sur justement la thématique de la radicalisation, pour avoir des travailleuses sociales sur d'autres problématiques avant. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi des conséquences positives au sein même de l'intervention sociale entre les travailleurs sociaux. Parce que j'ai eu l'impression que c'est là tu parles beaucoup de défiance, c'est vrai. Et en même temps j'ai l'impression que la thématique oblige les travailleurs sociaux à se rencontrer plus, à faire des synthèses, à produire des synthèses, à se parler et à plus faire dans son coin, chose qui avait été, en tout cas moi, de mon prisme à moi, repérée avant sur d'autres problématiques, et ça pouvait poser problème pour les personnes accompagnées. Donc j'ai l'impression que le secret partagé, finalement, s'est démocratisé et a été un petit peu plus réfléchi de la part des travailleurs sociaux. Et ma proposition, c'est de me dire, en fait, on apprend à se parler, pour essayer de trouver, en fait, à donner des réponses un peu plus fines, affinées, à la fois aux services dits de sécurité et en même temps aux personnes accompagnées qui sont eux aussi
finalement dans une sorte de défiance vis-à-vis des intervenants sociaux. Est-ce que tu as repéré ça aussi dans ce que peuvent rapporter les travailleurs sociaux que tu as pu rencontrer? Alors effectivement, c'est des postures et des réactions que j'ai pu croiser. Un certain nombre de professionnels qui disent, bon, ça nous a obligés au moins à retravailler, à travailler avec d'autres acteurs, à repenser notre rapport aux religieux, puisque il faut pas oublier qu'on est en France et que la question religieuse dans le travail social est un tabou central, et que donc ça les a obligés à prendre en considération ça. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup des entretiens, et je n'ai pas eu le temps de parler ici. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, peut-être. Je serais peut-être pas aussi positif que toi, puisque ça va dépendre beaucoup des secteurs. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de travailleurs sociaux qui vont être confrontés à des signalements qu'ils estiment abusifs, et qui vont être amenés à travailler avec des personnes qu'ils estiment ne pas avoir à accompagner, puisqu'il s'agit pour eux d'une pratique religieuse qui n'a pas vocation à être, qui n'est ni radicale, ni etc., mais dans la panique morale dans laquelle se situait la France, principalement dans les 3 années après Charlie Hebdo, les 4-5 années après Charlie Hebdo, on avait beaucoup aussi ce type de retour, de dire le partenariat il est impossible parce que la confiance elle est difficile, parce qu'on nous oriente des trucs sur lesquels, au final, notre accompagnement fait plus de mal que de bien, puisqu'il va stigmatiser, il va, etc., etc. Voilà. Donc, ça va dépendre des secteurs. Quand on travaille directement avec des personnes condamnées pour terrorisme, c'est un peu différent. Voilà, ça va dépendre de quoi on parle. Voilà, j'étais synthétique. Question en ligne. Alors, Francesco Ragazzi nous dit, dans le champ des professionnels de justice, services de probation, il y a une nette tension entre ceux qui se voient comme des travailleurs sociaux et ceux qui se voient comme des professionnels de sécurité. Dans votre terrain, avez-vous aussi vu cette ligne de démarcation? Est-ce que les politiques de lutte contre la radicalisation ont bousculé les distinctions qui traversent le champ selon cette ligne ou peut-être d'autres lignes? Je te donne aussi la question d'après, comme ça tu pourras répondre ensemble, qui répond un petit peu, parfait, de Lily Soussoko, du coup, qui a entendu donc ta salutation. Pour rebondir sur la remarque de Francesco Ragazzi, Clément Benas de l'Université de Lille a soutenu ce lundi même une thèse de sociologie centrée notamment sur la déclinaison de la politique de prévention de la radicalisation à la PJJ et notamment sur le rôle des RLC, des référents laïcité citoyenneté, qui viennent reconfigurer l'équilibre entre action éducative et répression au sein de l'institution, tant du point de vue des pratiques des agents que de leur identité professionnelle. Et elle donne la référence de l'article. Je ne connais pas encore, super, merci Lémi. Ok, alors sur la question de Monsieur Ragazzi sur les CPIP, j'étais au final dans mon terrain peu en contact avec les services de milieu ouvert de la pénitentiaire. Donc j'ai du mal à répondre directement si cette nouvelle politique publique a fait bouger les lignes de cette profession. Effectivement, donc je peux pas répondre, mais ça serait super intéressant d'avoir une réponse. Donc non, là je préfère botter en touche parce que je vais dire une bêtise, je ne sais pas. En tout cas, je me permets de rebondir, pas forcément sur la question des CPIP, mais sur la question des binômes de soutien qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont d'identité plutôt proche des travailleurs sociaux, voire des travailleurs sociaux. On retrouve ce débat constant entre l'identité sociale et l'identité sécuritaire, qui fait débat et dans les pratiques, puisque les uns et les autres peuvent basculer de l'un ou de l'autre exclusivement, et dans leurs discussions et dans les temps de formation, les temps de débat ou de formation continue qu'ils peuvent avoir. Donc en effet, c'est une belle piste à creuser pour les CPIP, d'autant plus que leurs identités professionnelles sont mises à mal et d'autant plus hétérogènes avec les nouveaux profils et les contractuels qui arrivent. Voilà, je me permets de... Hélène, tu veux pas conclure? Okay. Merci beaucoup Bruno Michon. Ben merci à vous. Alors,
On a le plaisir de continuer avec l'intervention de Nadia Fadil et de Lord Jensens, qui nous arrivent de Belgique, pour nous présenter leur intervention qui s'intitule « Les travailleurs sociaux et la radicalisation, leur point de vue et leurs dilemmes concernant le secret professionnel et le partage d'informations dans le cas belge ». C'est une très belle transition avec nos précédentes discussions. Je vais vous présenter nos intervenantes pendant qu'on charge le diaporama. Nadia Fadil est professeure associée à la KU Leuven, Centre de recherche sur interculturalisme, migration et minorité, où elle a obtenu sa thèse. Nadia Fadil travaille sur l'islam en Europe en prenant Bruxelles pour terrain ethnographique principal afin d'élargir sa recherche à des thématiques variées, incluant le pouvoir et la gouvernance ou encore les études postcoloniales. Elle publie en 2019 un livre sur la radicalisation en Belgique et aux Pays-Bas et coécrit avec Francesco Ragazzi et Martine de Koning. Lord Jensen, titulaire d'un master en anthropologie sociale et culturelle de la même université, elle poursuit un doctorat portant sur l'impact de la politique de déradicalisation en Belgique sur les relations de confiance et la négociation de la confidentialité. Son travail concerne principalement les jeunes et la prévention ainsi que les partenariats locaux entre l'administration, la police et le travail social. Je vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette introduction et aussi merci pour l'invitation à ce colloque. Donc, nous, on fera le contexte international. Donc, c'est la Belgique dans ce cas-ci. Et donc, on va un peu parler de l'étude dans laquelle on a été impliqué. Et donc, où justement, c'est Laura qui a fait le gros du travail de recherche et on a travaillé ensemble. Et ça fait partie d'une étude plus large qui s'appelle Folk Authorities and Radicalism, qui est financée par l'Agence interfédérale de Belspo et qui regroupe différentes universités et institutions interfédérales. Et dans ce cadre-là, on a eu surtout l'objectif de cette étude était de comprendre les politiques publiques de lutte contre la radicalisation en Belgique, la mise en place de ces politiques publiques, qui a fait l'objet d'un premier rapport que l'on a publié en 2019. On a essayé de faire un mapping, une cartographie de ces politiques publiques. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a compris que cette question du secret professionnel, dans la façon dont les acteurs préventifs, mais aussi les acteurs sociaux s'engageaient par rapport à cette question-là, était une question très importante. Et celle-ci a fait l'objet justement d'un second volet de cette étude, dont le rapport est en clôture, hein, donc on arrive au bout. Et donc c'est une partie de ce rapport qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et le troisième volet de cette étude, on est aussi en train de le conclure, vise surtout à comprendre l'impact de ces politiques publiques sur les personnes belges de confession musulmane et qui ont été confrontées à voilà, des signalements ou les effets de signalements parce qu'elles ont été saisies dans leur compte en banque ou n'ont pas pu voyager, etc. Donc justement, cette question pour un peu situer ou pour un peu comprendre le cas belge, il est important on oublie souvent la Belgique quand on parle des politiques de lutte contre la radicalisation. On regarde l'Angleterre, on regarde la Hollande, mais la Belgique a aussi quand même joué un rôle très important, même si elle a été toujours un peu discrète dans sa communication là-dedans. Donc, une des premières dispositifs, mesures, était surtout au niveau fédéral. Donc, c'est au niveau, comme vous savez, la Belgique est un État fédéral avec plusieurs régions et communautés. Et donc, c'est surtout sur le plan fédéral que les premières politiques publiques ont été prises. En 2004, le plan M, faisant référence aux mosquées, qui après a été retraduit le plan R, le plan radicalisme. Et il s'agissait là surtout de créer des formes de coordination dans le flux de communication entre les différents services de renseignement qui existent en Belgique, avec la création de l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse et la menace. Donc je fais référence à cet organe parce qu'on va y revenir. C'est un organe assez important justement en matière de prévention, de lutte contre la radicalisation. Au niveau local, c'est vraiment à partir de 2012 que l'on va voir des dispositifs se déployer, et cela surtout en contact avec l'émergence de groupes dits salafo-djihadis comme Sharia for Belgium et le départ des jeunes surtout en Syrie. Donc c'est là qu'on va voir les premières cellules de lutte contre la radicalisation s'instaurer au niveau local. La ville d'Anvers va être une des villes phares à ce niveau-là, qui va vraiment développer des dispositifs qui vont faire école pour le reste du pays. Et cela va s'intensifier avec les années à suivre. En 2015, il va y avoir une politique beaucoup plus large, et ce modèle, on peut dire, va s'exporter dans les autres villes belges à partir de entre 2012 et 2015.
Ce qui est important à souligner aussi en Belgique, c'est que dans ce déploiement des politiques de lutte contre la radicalisation, les communes jouent un rôle important, les communes ou les villes. Donc, c'est aussi spécifié dans la politique fédérale, ou en tout cas en Belgique, que les communes ont ce qu'on appelle un rôle de régie. Donc, c'est elles qui déterminent un peu le cours de développement des mesures et des dispositifs à prendre. Donc, c'est un rapport très décentralisé et on peut même dire qu'il y a un nouveau équilibre qui s'instaure entre le niveau local et le niveau fédéral et même des relations directes entre l'État fédéral et les villes et les communes qui vont se développer autour de cette question. Bien sûr, la Belgique est un pays complexe, donc on a 6 parlements, je crois, 6 ou 7, j'oublie toujours le compte, et gouvernements qui ont tous des compétences qui leur sont propres et qui doivent tout le temps négocier. Donc c'est pour ça que cette question de coordination et d'échange d'informations est très importante en Belgique. Et dans ce cadre-là, en 2000, à partir de 2000, et c'est en fait le cas anversois qui a un peu fait école, mais qui après s'est développé dans d'autres contextes, on a commencé à développer ce qu'on appelle les Céciles. Et donc, on va en parler justement de ces Céciles. Et là, il s'agit de concertation et d'échange d'informations entre les agents sociaux, la police et les agents de prévention. Donc, justement, par rapport à ce partage d'informations, il y a différents niveaux. Donc, il y a le niveau fédéral avec la National Task Force, où il y a des moments de concertation autour de cas fichés entre les différents agents de renseignement. Donc, on a l'OCAM, mais aussi on a aussi le service de renseignement, donc la sûreté de l'État. On a la police fédérale qui a aussi ses propres formes de ciblage. Donc, toutes ces concertations, le ministère de Justice qui se mettent ensemble pour échanger des informations sur des cas ciblés. Au niveau local, après, il y a quelqu'un qui fait partie de la National Task Force et donc l'OCAM échapote tout ça. Et donc l'OCAM va déléguer des personnes qui vont participer à ce qu'on appelle les Local Task Force, qui traitent d'échanges entre quelqu'un de l'OCAM, la police et un fonctionnaire local. Donc il s'agit du bourgmestre. Et la troisième instance de concertation qui a été créée sont les dites Céciles, les cellules de sécurité intégrale et locale, avec spécificité radicalisation, où là, on a justement un partage d'informations entre la police, les agents de prévention, les fonctionnaires de prévention et ou le bourgmestre, donc ça c'est du belgicisme pour maire, et les acteurs sociaux d'une commune et d'une ville. Et c'est justement autour de ces Céciles qu'il y a un grand débat ou qu'il y a une sorte de discussion, car autant quand elles ont été créées en 2014-15 environ, elles étaient sur base volontaire, donc les communes étaient encouragées à organiser, à créer une Cécile. À partir de 2018, elles sont devenues obligatoires pour toutes les communes. Donc toutes les communes étaient obligées de créer une cellule de concertation entre les différents acteurs locaux. Et aussi pour la petite anecdote, les Céciles ont aussi fait figurer comme exemple pour les concertations locales qui se font aujourd'hui en France. Donc là, le modèle belge s'exporte en France. Mais ce qui est important aussi de souligner, donc là on revient en Belgique, et la difficulté d'obliger les communes à faire ce qu'elles veulent faire, comme l'État, on est dans un État fédéral, les communes peuvent aussi décider de mettre les Céciles en veille. Donc, elles sont obligées d'organiser, de créer une Cécile, mais elles peuvent aussi les mettre en veille. Et j'aime bien toujours référer à l'anecdote pour la petite histoire que l'une des communes qui a une Cécile qui est en veille, je ne sais pas si ça a changé entre-temps, c'est la commune de Molenbeek. Donc, elles sont obligées de créer une Cécile, mais elles ne sont pas obligées de l'activer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le compromis à la belge. Mais donc, pour revenir à notre étude justement traite de cette question de comment est-ce que les acteurs qui participent à la concertation de cas partagent l'information. Et donc là, on revient à la question du secret professionnel, à la question du partage d'informations et comment cette question de partage d'informations est négociée. Et je donne la parole à Laura. Ok. Je vais parler sur le rôle de la corporalité dans la façon des frontline workers travaillent et délibèrent la concertation des cas et des cas de radicalisation. Parce que dans la littérature, on voit en général que les frontline workers, la littérature est se concentrer sur la manière dont ils implémentaient
la notion de radicalisation, c'est par exemple sur des dilématiques et les travailleurs sociaux sont confrontés, des stratégies de contestation ou de cooptation, comment on gère, mais aussi comment ils négocient la radicalisation ou ce politique contre la radicalisation en pratique. Et on voit aussi qu'il y a une littérature sur la sécurisation du travail social, de profession et de pratique des travailleurs sociaux. Dans cette littérature, le corps des travailleurs sociaux ou des frontline workers et ses sentiments sont moins visibles. Et comme ça, notre contribution est vraiment remettre ce corps au centre d'analyse et voir l'impact de ces corps dans la pratique de frontline workers. Ça aussi apporté, que nous sommes des anthropologues, au débat d'anthropologie du corps et de l'État. D'une part, il y a une tradition en anthropologie sur le corps qui voit que la corporalité, c'est pas justement une chose que tu peux étudier, mais c'est vraiment un angle pour étudier la culture et le soi, comment elles sont mises en construction. Il y a aussi plus en plus de focus sur des émotions, des sentiments, avec l'affective turn dans les sciences sociales en général et anthropologie en spécifique. Et comme ça, c'est aussi important dans cette tradition de voir le corps pas comme neutre, mais toujours socialisé. Ça, c'est très important et relationnel. Une deuxième tradition qui est importante dans notre discussion, c'est l'anthropologie de l'État, et qui voit l'État pas comme une notion abstraite. C'est vraiment, ou dématérialisé, c'est vraiment toujours négocié par des frontline workers. L'État est là dans cette négociation, dans les pratiques et l'interaction quotidienne. En même temps, on voit dans ce débat qu'il y a moins des attentions aussi pour le corps. Et notre contribution est là pour vraiment mettre les deux débats ensemble et voir comment l'État prend forme à travers le corps et les pratiques incorporées. Ouais, mes excuses. Voilà. C'est juste pour situer un peu l'enquête. On a fait des entretiens avec ce qu'on utilise frontline workers, ça veut dire ceux qui participent à la CECIL. La CECIL, c'est la plateforme où la police, les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux sont ensemble pour partager des informations. Ceux qui participent à la CECIL sont des travailleurs de jeunesse, de prévention aide à la jeunesse. Ceux qui participent à la CECIL sont des policiers, des travailleurs sociaux et des travailleurs de prévention. Cette présentation va se focaliser sur les travailleurs de jeunesse, sociaux et de prévention et pas la police. On a fait 36 entretiens réalisés entre juin 2020 et février 2021 et on avait pour l'étude 3 objectifs. C'est contextualiser vraiment cette question et comprendre le point de vue et les pratiques des travailleurs de frontline workers. Pourquoi on a choisi le secret professionnel? Parce qu'après les personnes qui sont parties vers Syrie et les attentats, on a vu qu'il y a beaucoup de débats sur le secret professionnel. Il y a plusieurs discours sur ce secret professionnel qui est vu d'une part comme une cause de la radicalisation, parce que le travailleur se cache derrière le secret professionnel, c'est un discours où le travailleur partage les informations plus tard. Un autre discours, ou le même discours, voit aussi que le secret professionnel, c'est vu comme une solution pour lutter contre la radicalisation. S'il y a plus d'exceptions, les travailleurs peuvent partager des informations et comme ça peuvent détecter et aussi accompagner des personnes. Ça, c'est un peu un discours dominant qui était dans cette période. Et comme ça, tu vois que les travailleurs de la jeunesse sociale et de prévention sont vraiment dans l'ouïe du cyclone de tout ce débat. Et ce débat a aussi influencé la législation. Et à partir de 2017, il y a plus des exceptions et plus de plateformes sur le partage d'informations. Pour revenir, pourquoi on pense que le corps est important et dans le travail de frontline workers, on a fait 3 observations.
La première observation est que la radicalisation est spontanément et intuitivement associée à l'islam et à des pratiques musulmanes. On voit que les frontline workers mettent en question la radicalisation, ce que ça veut dire et le lien avec l'islam, mais en même temps, s'ils continuent à parler, ils donnent toujours des exemples intuitifs qui sont liés à l'islam. Ça, c'est vraiment un paradoxe qu'on observe, on observe une ambivalence dans cet entretien. Une deuxième observation que, en fin d'estimer des situations de radicalisation, les acteurs se basent sur leur intuition et le feeling qui est le fruit de leur expérience. Ils ont vraiment utilisé le corps comme un outil pour estimer si une personne est radicalisée ou pas. Et la troisième observation est que pour gérer le partage d'informations, les acteurs se basent sur une délibération incorporée. Ils vont vraiment utiliser leur corps et leurs émotions pour voir s'ils vont ou vont pas partager des informations. Ouais, je vais expliquer, je sais pas, un ou deux exemples. Ça, c'est le premier exemple. C'est dans un entretien que je demande à la personne pour m'expliquer comment ils font une estimation, une évaluation, si une personne est radicalisée ou pas. C'est une personne qui participe à cette plateforme où il partage des informations. Et il m'a répondu, c'est aussi souvent une discussion que nous avons en interne lorsque nous recevons des dossiers. Ressentons-nous la violence? Ressentons-nous la côte extrémiste? S'il s'agit de quelqu'un qui a été connu toute sa vie, quelqu'un de très orthodoxe, et que soudain quelqu'un remarque et s'inquiète que cela ne correspond pas du tout à sa façon de penser. Alors, on peut aussi peser le pour et le contre d'aller parler à cette personne si on voit suffisamment d'éléments. Mais c'est souvent quelque chose qui est mal compris aujourd'hui, orthodoxie ou radicalisation violente. D'autre part, lorsque nous voyons des personnes qui ont toujours été religieuses, mais qui commencent soudainement à se comporter très différemment ou à devenir de plus en plus extrémistes, nous pouvons en fait mettre en évidence un processus. Ce qui est très remarquant ou clair dans cet extrait est ce ressentons-nous la violence, vraiment le sentiment et le corps et le feeling qui est utilisé pour voir si oui ou sinon ont besoin de faire plus d'accompagnement ou plus de, je sais pas, ouais, suivi. Ouais. Ça, c'était une chose qui revient dans des autres entretiens aussi. En même temps, vu que cette feeling ou cette intuition est basée sur une accumulation des expériences, et c'est vraiment cette expérience qui est aussi utilisée pour justifier de prendre des décisions. Et si dans cette vignette, c'est la même personne, quand je demande un peu s'ils ont besoin de plus en plus d'informations ou comment ils accumulent d'expertise, elle m'a répondu, je pense qu'on apprend mieux en parlant aux gens. Je pense que vous pouvez très rapidement sentir, grâce à votre expertise et votre expérience, si ce n'est pas vraiment quelque chose ou s'il y a quelque chose là-dedans. Ok. Et comme ça, tu vois aussi qu'ici, c'est vraiment les expériences qui est important dans cette estimation. Et la troisième vignette, c'est sur le partage d'informations. Aussi une personne qui participe à cette plateforme et il m'a expliqué que parfois ils se sentent des sentiments d'inconfortabilité ou autres sentiments un peu inconfortables. Et m'a dit, oui, bien sûr, c'est une des choses qui rend la situation inconfortable. Vous êtes une sorte de Deus ex machina qui travaille dans le coulisses. Et c'est pourquoi je pense que la déontologie est si importante et cette boussole déontologique que moi et mes collègues suivent sans cesse et que j'essaie également de recadrer en tant que possible dans le contexte de l'inquiétude ou d'une situation inquiétante. Et s'il m'a expliqué que ce sentiment de se sentir inconfortable guide pour créer des stratégies de pratiques, comment elle peut gérer cette partage d'informations d'une manière déontologique. Mais c'est vraiment ce sentiment qui est important pour guider,
Comme ça, tu vois aussi le corps et le sentiment qui sont clés dans cette partage d'informations. Ouais. Et c'est juste pour conclure, comme ça, dans cette étude, c'était pas vraiment notre but, mais parce que le matériel était très clair, que le corps et les sentiments sont très importants dans le travail de frontline workers, et on a besoin vraiment de mettre plus attention sur ça, parce que ça donne aussi un angle pour comprendre comment les significations sociales se manifestent et se reproduisent au niveau du corps, et aussi comment l'État, par le discours ou par les pratiques de radicalisation, est négocié et matérialisé à travers le corps de frontline workers. Moi, je pense que cette approche qui focalise sur la corporalité peut apporter ça au débat en général. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'elle va susciter un certain nombre de questions, parce qu'elle nous fait faire un pas de côté sur le regard qu'on portait depuis ce matin sur le travail social et les politiques de prévention de la radicalisation. Bruno avait une première question, et ensuite on passera la parole à Khadija. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout, j'ai jamais pensé ça comme ça. Sur le corps, et ça m'intéresse beaucoup. Peut-être deux petites questions. La première question, c'est est-ce que c'est spécifique à la radicalisation, c'est-à-dire au final le corps du travailleur social, il est omniprésent, quelle que soit la situation d'accompagnement, toxicomanie, délinquance, etc. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Donc c'est la première question. La deuxième, c'est, mais je pense que c'est dû à la façon dont vous l'avez écrit, quand vous parlez de l'État, vous parlez de state, de Paris pour nous. D'accord. Donc et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est une des dimensions que moi j'ai essayé qui m'est apparue parce que représenter l'État avec lequel on n'est pas en accord, c'est un fil rouge du discours des travailleurs sociaux depuis toujours. Hein, il y a une dimension critique et de plainte dans le travailleur social qui est connue. Est-ce que c'est pareil en Belgique et cette ambiguïté de se situer comme représentant de l'État, donc ce mandat, ce que j'avais appelé le mandat institutionnel, donc d'être le corps de l'État, et c'est vraiment super intéressant de voir ça comme ça. Et encore une fois, qu'est-ce qui est spécifique là-dedans sur la radicalisation, sachant que ça se pose aussi sur la délinquance, par exemple, ou sur d'autres. Voilà un peu la question. Vas-y, toi d'abord. Sur la spécificité de la radicalisation, je pense que c'est spécifique parce que la radicalisation est mal définie. Il n'y a pas une définition claire. Et avec le trafic de drogue, par exemple, c'est clair si tu es un dealer ou tu prends des drogues. Mais avec la radicalisation, c'est plus des normes. J'ai aussi beaucoup de réponses disent que ça change parce que des normes changent. Et ça, tu es toujours dans le domaine qui est mal défini et qui est plus aussi un sentiment. Je pense que ça, c'est vraiment spécifique à la radicalisation dans cette manière. Je pense pour ça, le corps est plus important dans des autres domaines aussi. Ouais. Après, pour revenir à la deuxième question, c'est vrai que dans notre approche, on adopte justement cette approche plus anthropologique de l'État, où justement l'État n'est pas vu comme un acteur unifié, mais qui se concentre qui se construit à travers l'assemblage de différents acteurs, qui se contestent aussi même entre eux. Et une des spécificités, en tout cas, c'est un élément qu'on développe aussi dans un autre papier, de cette question de la radicalisation et du paradigme de la radicalisation, c'est qu'il arrive à ramener, on peut même dire, ou créer une sorte de connexion entre des acteurs
sociaux qui sont même antagonistes l'un à l'autre. Et c'est justement en se positionnant contre qu'on crée un lien l'un avec l'autre. Un des éléments, par exemple, très clair à travers l'étude qu'on a fait dans ce projet, c'est qu'on voit que chaque acteur social conteste la question de la radicalisation telle qu'elle est posée par l'État, telle qu'elle est posée par les bureaucraties, telle qu'elle est posée par des instructions plus hiérarchiques, mais en même temps, ils vont en proposer leur propre définition et leur propre approche. Et c'est aussi une façon de réarticuler et d'incorporer même l'État, si on veut, ou d'incorporer justement ces questions. Donc c'est vraiment cette approche plus d'assemblage qui nous anime dans notre analyse. Ce qui veut dire que la contestation fait partie de la façon dont l'État de state se construit. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est une question, une réflexion, mais en fait, en vous entendant parlant sur le corps et les émotions, moi, ça m'a carrément renvoyé au corps, tout simplement. Et je sais que les anthropologues ont cette compétence d'étudier les corps dans, je dirais, des individus. Moi, actuellement, ça me renvoie à une étude qui est chez nous actuellement par rapport à la parentalité et comment les parents, à travers le corps, l'expression corporelle, je dirais, ils investissent ou pas le dispositif. Et m'est venue l'idée, oui, que ça soit sur les travailleurs sociaux ou les personnes signalées, est-ce que, oui, cette notion du corps et les expressions corporelles, je dirais, voire même peut-être cette communication non verbale qu'on pourrait apercevoir, ne pourrait pas aussi aider à comprendre ou, voilà, peut-être aussi faire des amalgames sur des situations qu'on serait appelé à évaluer ou à observer? Oui, non, je crois que c'est en effet un des éléments qui nous semble clé, en tout cas lourd dans les entretiens, aussi dans les observations qu'on a faites, que cet élément de sentir la question, sentir la problématique, se sentir mal à l'aise, se sentir à l'aise est central en fait, parce qu'il s'agit vraiment de juger une situation et la question du malaise par rapport à la situation est une des premières grilles à travers laquelle on va cibler. Moi, ma question, c'était sur vous avez évoqué la question de cette incarnation de l'État dans le corps du travailleur social. Je vais emprunter la Bible. La providence s'incarne dans le corps du travailleur social. Et comment cette sanctification qui est verticale, elle influence l'identité sociale du travailleur social, l'identité professionnelle du travailleur social, l'identité, ça rajoute peut-être, ou ça construit ou reforme l'identité sécuritaire du travailleur social parce qu'il a des compétences peut-être conscientes ou inconscientes de cette approche sécuritaire. Comment les travailleurs sociaux négocient cette injonction indirecte de l'État et comment eux ça les façonne dans leur posture, attitude de traiter les questions sur le terrain. Oui, si j'ai bien compris, hein. Ça c'est une question difficile. Mais je pense qu'il y a plusieurs réponses. Il n'y a pas justement une réponse. Ils sont des travailleurs qui se font une distinction, qui ne veut pas, qui ont des réponses très émotionnelles vers que c'est pas ok, c'est pas notre boulot. Des autres qui sont plus dans, je sais pas, qui sont plus dans la négociation, et des autres qui sont plus positif parce que ça donne des possibilités aussi. Et ça, tu vois aussi que il y a plusieurs réponses corporelles, comment elle peut travailler avec l'État. Et en Belgique, il y a aussi une spécificité parce qu'on a plusieurs gouvernements que l'État est pas loin. C'est pas une chose loin. T'as le niveau local qui est très important, le niveau régional qui est aussi pas loin parce que c'est un petit pays. Et comme ça crée aussi des possibilités pour des travailleurs pour parfois être plus proche de la régionale, plus proche de la locale,
ça crée une situation pour plusieurs possibilités. Je ne sais pas si c'est clair. Ou si c'est une réponse. Ok. Il y a une partie que j'ai mal précisé peut-être la question sur comment l'État se déploie aussi à travers ses agents qui sont les communes, qui sont les villes, qui sont les bourgs, etc. Et comment ça se déploie sur le terrain jusqu'au travailleur social qui est aussi un agent de l'État. Entre parenthèses, c'est là où j'ai posé la question. Est-ce que le travailleur social, il a est-ce qu'il commence à développer une identité sécuritaire? Et juste et comment cet agent, cet travailleur social qui a peut-être développé ou formé une identité sécuritaire, si elle n'existe pas d'ailleurs, comment lui, il la redéploie sur le corps marginalisé de la personne suivie, radicalisée, entre parenthèses, etc. Voilà. Moi, je crois qu'en effet, nouveau, c'est une question empirique parce que, comme Laura a dit, la Belgique est de nouveau un cas très spécifique où justement les politiques de lutte contre la radicalisation se sont déployées, pas seulement à travers l'installation de centres et d'agents de prévention, mais aussi à travers le financement d'organisations qui déjà faisaient un travail d'accompagnement des jeunes précarisés, des jeunes en danger et qui ont reçu un financement pour aussi, en l'occurrence, travailler. Et donc, eux, ils contesteraient l'idée qu'ils sont un agent de l'État. Pour eux, donc, c'est clair que pour eux, c'est pas des agents de l'État, c'est des gens qui font un travail d'accompagnement, qui même juste vont aller même jusqu'à essayer de limiter la dimension sécuritaire et vont contester ces dimensions sécuritaires et vont insister sur la dimension d'accompagnement et voilà. Donc c'est simplement pour nuancer l'idée que c'est pas simplement des agents de l'État dans le sens classique du terme. Et c'est justement pour ça qu'on propose vraiment cette approche analytique qui adopte un regard beaucoup plus décentralisé de comment la question de l'État ou la question de la bureaucratie de l'État se déploie et se met en place. Après, pour revenir à votre question, comment est-ce que ça s'articule dans l'accompagnement des jeunes, je suis pas sûre de complètement avoir cerné, mais je crois que, je sais pas si toi Je préfère pas répondre parce que c'est pas le focus de notre recherche. Comme ça. Il y a alors une question dans le chat encore de Francesco Ragazzi. Il dit: bonjour, merci pour l'intervention. Je voudrais revenir sur la notion de gut feeling, sentiment instinctif. Comment l'interpréter théoriquement? Le concept bourdieusien d'habitus ou d'incorporation des structures de représentation est-elle utile? Ou est-ce plutôt du savoir tacite de Karl Polanyi? Une autre notion est-elle plus utile pour vous? Moi, j'ai pensé à le concept habitus, parce que je suis formée en anthropologie. Je suis moins connue avec ce concept. C'est juste on a plus focalisé sur le sentiment, sur la corporalité. C'est le paradigme le plus dominant. Mais c'est un concept que je pense qu'il est important à explorer pour développer l'argument. Ça, c'est mon réponse. Oui, je crois qu'en effet, le concept d'habitus est intéressant, surtout quand on parle d'une accumulation d'expériences qui font qu'on a une sorte de savoir pratique et incorporé à comment gérer une situation. Mais je crois peut-être que la nuance qui pourrait être apportée ici, c'est que personne ne sait c'est quoi la radicalisation. Donc c'est différent qu'un enseignant, par exemple, qui va éduquer des jeunes et voilà, on a une certaine habitude, on a une certaine aisance à donner cours, on connaît les protocoles, on connaît les registres. Chez Bourdieu, il y a beaucoup cette notion aussi d'incorporer les normes sociales telles qu'elles sont prédites, tandis qu'ici, il s'agit de prévoir des situations qu'on connaît pas, des situations inédites. Et donc là, je crois qu'il y a aussi un élément quand même intéressant à réfléchir avec la notion bourdieusienne justement d'habitus. Mais là, voilà, j'improvise complètement parce qu'on n'y a pas encore vraiment réfléchi. Mais je crois qu'il y a un élément aussi à réfléchir par rapport à cette notion
bourdieusienne de Habitus, parce que les agents ou les travailleurs sociaux qui sont confrontés à ces situations n'étaient pas formés pour être confrontés à ces situations, mais vont développer sur base de leur expérience d'accompagnement de jeunes en délinquance ou dans d'autres situations précaires à essayer de suivre leur gut feeling dans des cas similaires. Donc, je pense que c'est une question à creuser. Merci beaucoup. Je suis navrée, on va devoir s'arrêter là pour essayer de rattraper un petit peu notre retard. Je vous propose de poursuivre si vous avez des échanges. Profitez de la pause pour ça. Donc on se retrouve à 15h30 pour la table ronde finale de notre colloque et je vous remercie encore énormément pour cet apport.